D'accord, mais je vais donc vous accueillir au nom de la société la SFDP, donc Société internationale des docteurs en pharmacie d'expression française, qui est une vieille dame. Et si tu peux me passer la slide suivante, voilà, qui est une vieille dame, puisque elle regroupe les docteurs en pharmacie depuis plus d'un siècle, depuis 1900, avec plusieurs objectifs, donc surtout l'objectif de la valorisation de la formation et du professionnalisme des docteurs en pharmacie, même quelque part faire valider le titre de docteur qui n'est pas réservé à d'autres. Donc, regroupe les docteurs en pharmacie. C'est pour mémoire, les docteurs en pharmacie, à l'époque de la création de cette association, c'était une partie seulement des pharmaciens. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Donc, une première mission qui est de favoriser l'esprit de recherche de docteurs en pharmacie, et les CFDP dotent un prix rattaché au prix à un prix donc, décerné par l'Académie nationale de pharmacie, mais ce prix est doté par la SFDP tous les ans, tous les 2 ans, selon les moyens de l'association, récompense un pharmacien docteur d'université en sciences pharmaceutiques. C'est aussi, et c'est en fait l'objet de notre présence ce soir, un lieu d'échange entre confrères, docteurs en pharmacie, quelles que soient leurs activités, quelle que soit leur orientation, officine, industrie, biologie, hôpital, etc., sous des formats variables. Et en fait, depuis cette année, on a, comme tout le monde, inauguré le format visioconférence, qui était nouveau pour nous et qui permet finalement de diffuser un petit peu plus largement ces réunions que nous ne le faisions auparavant. Donc, ça peut être soit des réunions régionales, et souvent en association avec l'Académie lors des réunions en province de l'Académie. La SFDP a participé aussi. Parfois aussi à certaines réunions internationales, puisque la SFDP est internationale, enfin surtout orientée aujourd'hui vers nos confrères du Maghreb et en particulier du Maroc, dont on a quelques confrères ce soir. Ce qui est un petit peu particulier dans les objectifs de la SFDP, c'est ce côté sciences et culture. On a toujours voulu avoir un peu des conférences qui étaient à l'interface du professionnel et de la culture, et donc des thèmes variés. Alors depuis nos 2 dernières conférences, elles sont plus professionnelles que culturelles, mais on viendra certainement avec des conférences un petit peu plus à l'interface de l'éthique, par exemple, ou de présentation de certaines activités plus. Voilà. Donc la dernière, et je vais pas faire long, je vais passer la parole à Luc qui va nous animer, et qui fait partie du bureau de la SFDP, animer cette réunion ce soir. Je remercie au nom du bureau de la SFDP nos 2 intervenants, puisque je crois que c'est un thème tout à fait d'actualité et très intéressant qui devrait nous intéresser tous beaucoup ce soir. Donc, à toi, Luc. Merci Pierre. Alors aujourd'hui, on a essayé de vous mettre, de vous alimenter vraiment pour votre réflexion, les différents participants. Alors peut-être en guise d'introduction, je voulais déjà vous présenter un petit peu le thème général. Ça sera bien évidemment autour de la vente en ligne et quelle est sa place vis-à-vis de la pratique d'aujourd'hui et demain. Et puis, on va échanger avec nos 2 intervenants que j'aurai le plaisir de présenter dans quelques instants autour de 4 thématiques qui sont à l'écran. Alors, à travers plusieurs décisions, notamment de la Cour de justice de l'Union européenne, l'ouverture de la vente en ligne des médicaments de prescription médicale facultative a été étendue à tous les pays de l'Union européenne et donc la France. Et lorsque l'on constate, c'est que finalement, cette vente en ligne est généralement beaucoup plus fréquente parmi les populations jeunes que parmi les populations plus âgées. Et on estime actuellement que la vente en ligne de médicaments de prescription médicale facultative représente environ 15%, voire un petit peu plus en Allemagne, alors qu'en France, on l'estime à peu près 1%. Alors, pour échanger avec nous sur ce sujet qui est passionnant, j'ai le plaisir d'accueillir 2 confrères. Tout d'abord, Monsieur Gilles Bonnefond et ensuite Monsieur Philippe Laillé. Alors, je vais commencer par Gilles. Gilles est pharmacien titulaire à Montélimar depuis 25 ans. Très vite, il s'est investi dans l'activité syndicale et avec plusieurs syndicats départementaux a participé à fonder à l'USPO. Il préside l'USPO depuis 2008 et à ce titre a été l'un des artisans de la réforme de la rémunération des officines par le fameux avenant 11.
Il est par ailleurs dans sa région président de l'URPS jusqu'en 2015 et ensuite vice-président de l'URPS de la nouvelle grande région ARA, Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2016. Et depuis cette date, 2016, il est aussi vice-président de la Fédération des soins primaires. Par ailleurs, on a le plaisir aussi d'accueillir Philippe Layet, qui est lui aussi pharmacien, docteur en pharmacie, avec un 3e cycle de l'Institut supérieur de gestion. Il a commencé sa carrière professionnelle dans des fonctions de vente d'automates de biologie, puis en informatique médicale avec la SAGEM. Avant de passer dans le secteur de la grande distribution, il a occupé plusieurs postes, dont directeur d'hypermarché, pour revenir ensuite à la pharmacie, en tant d'abord que pharmacien adjoint, puis en reprenant la pharmacie familiale en 2002, où il devient bien évidemment titulaire. Il ouvre le site internet PharmaGDD en 2011 et l'étend à la vente en ligne de médicaments en 2012. Alors, autant on peut toujours opposer les uns et les autres, moi j'aime bien aussi souligner les points de commun entre Philippe et Gilles. Ils sont tous les deux pharmaciens, ils sont tous les deux titulaires, basés en province et disposent d'une expérience riche qui les ont poussés à développer une vision qui sera sans doute un petit peu différente l'un des l'autre sur le rôle et la place de la vente en ligne dans la pratique du pharmacien d'aujourd'hui et de demain. L'objectif de ce webinaire, c'est simple, c'est de vous proposer des clés de lecture pour comprendre les enjeux autour de la pharmacie en ligne et d'apporter à tous ceux qui nous regardent des arguments pour que vous formiez votre propre opinion sur la place actuelle et future de la vente en ligne. De toute évidence, les avis de Gilles et de Philippe ne seront pas forcément alignés, seront différents, ce qui fera la richesse de nos échanges, toujours sur le site de la confraternité. Comme je vous l'ai indiqué, nous allons avoir principalement 4 thèmes qui seront évoqués, qui seront structurés avec une prise de parole entre Philippe et Gilles. Alors, le premier thème, c'est finalement quelles sont les attentes des patients consommateurs en matière de vente en ligne. Et peut-être en guise d'introduction, on constate que finalement, dans les pays européens, un nombre important de patients ont déjà acheté des produits de santé en ligne. En France, on est à environ 38%, alors qu'en Allemagne, on est presque à 75%. Alors, est-ce que l'on peut dire pour autant que l'achat en ligne répond à des attentes des patients et si oui, lesquelles? Et est-ce que ces attentes sont finalement légitimes? Alors, je commence déjà à donner la parole à Philippe Layet pour 3 minutes un petit peu de quelles sont finalement ces attentes et quelles sont votre analyse de ces attentes et de leur légitimité. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok, parce que ça coupe parfois. Je voulais vous dire, j'étais très heureux d'être avec vous ce soir et très, très heureux aussi d'échanger avec Gilles Bonnefond, puisqu'on va avoir sans doute des opinions qui seront différentes et d'écouter les uns et les autres. Et ça permet à chacun de se faire une opinion en sachant que la vente en ligne gagne du terrain chaque jour en France, même si elle est aujourd'hui peu importante par rapport aux autres pays européens. Rapidement, l'achat de la vente en ligne des médicaments en France, je dirais que ce n'est plus le débat. Je vais vous donner quelques chiffres pour que vous ayez une idée des trafics qu'on peut avoir sur les sites de vente en ligne. On a 2 millions de visiteurs uniques par mois. C'est-à-dire un visiteur unique, c'est une personne qui vient une fois dans le mois sur le site. Le deuxième site en France, c'est la santé.net. Il a un trafic d'1 million de visiteurs uniques par mois. Le troisième, c'est Pharmashopee, qui se trouve dans la région Rhône-Alpes. La santé.net, c'est dans le nord. Il a 500 000 visiteurs uniques par mois sur son site. Donc, vous voyez, ça représente des trafics importants et c'est très facile à regarder. Il suffit d'aller, il y a des logiciels spécialisés comme ça, SimilarWeb, SEMrush, et vous pouvez ainsi regarder les trafics des uns et des autres. Alors, ça vous donne un peu un ordre d'idée. Et la deuxième chose, c'était les attentes. La différence qu'il peut y avoir avec une officine en dur, comme celle de Gilles ou comme la mienne, et puis le site Internet,
la première différence, il y a du bruit dans le micro. La première différence, c'est l'étendue de la gamme. L'étendue d'une gamme sur un site Internet, elle est très importante par rapport à une pharmacie physique. Chez nous, c'est 25 000 articles. Chez nos concurrents, par exemple chez Tsur Rose, Doc Maurice, c'est 100 000 articles. Et dans une pharmacie standard, je dirais, les autres attentes, je vais en citer 3, c'est la pertinence des prix de vente. La grande différence qu'il y a avec un site Internet et une pharmacie, je dirais une officine en dur, c'est que les patients peuvent facilement comparer les prix et regarder. Et donc, une pharmacie en ligne doit être très, très vigilante sur ses prix de vente. Là, c'est la même chose. Il existe des logiciels. Nous, chez nous, on utilise Price Observatory et on peut se comparer entre différentes officines ou différents sites Internet. Et puis, la troisième, c'est la qualité de service. La qualité de service sur un site Internet, partout, aussi bien dans la pharmacie que sur un site, mais sur un site, vous devez encore être plus vigilant que vous l'êtes tous les jours, parce que vous avez les avis clients et puis les réseaux sociaux qui font que si vous n'êtes pas extrêmement vigilant, eh bien, ça peut mal, enfin, ce n'est pas tolérable. Et en ce qui nous concerne, nous sommes certifiés qualité ISO 9001. C'est un référentiel qualité patient. Et sur les sites Internet, vous êtes vraiment, vous devez être. Donc, je veux bien arrêter de parler et laisser Gilles répondre. Alors, je sais, Gilles vient juste de nous rejoindre depuis. Hop. Alors, attends, Gilles. Il n'a pas entendu. Est-ce que Gilles, tu as pu nous entendre et est-ce que tu as déjà des réactions? Et tu ne nous entends pas encore. Alors, attends. Sur finalement les attentes, quelles sont pour toi, Gilles? Alors, attendez, je crois qu'il est en train juste de se connecter. Son train avait un tout petit peu de retard. Et je le remercie. À 2h40. Mais voilà. Mais je remercie en tout cas. Gilles, de ton côté, quelle est pour toi l'analyse finalement? Quelles sont les attentes des patients sur la vente en ligne? Et pour toi, est-ce qu'elles sont légitimes? Alors, d'abord, merci de cette invitation et de ce débat. Ce que je veux dire, c'est de quoi ont besoin les patients aujourd'hui? De quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin aujourd'hui qu'on s'occupe d'eux parce qu'ils vont être sur le grand âge et on a un défi de société de prendre en charge des patients qui vont être âgés. On a des défis de la sortie hospitalière, des défis du développement des pathologies chroniques, des défis du dépistage et de la vaccination. On a tous ces défis qui sont devant nous. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas d'aller vers du commerce et de la banalisation du médicament. Ce qui fait l'essence d'un métier de pharmacien, c'est de s'occuper de patients et pas de consommateurs. Et il ne m'intéresse pas aujourd'hui de faire que le médicament soit considéré comme une marchandise. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. On n'a pas fait 6 ans d'études pour avoir des médicaments qui sont distribués comme d'autres biens de consommation. Donc, moi, j'ai envie de renforcer le métier de pharmacien vers les vrais besoins des patients. Et sur le e-commerce aujourd'hui, la place du médicament ne me paraît pas adaptée. On est sur un phénomène qui s'est développé avec les plateformes que l'on connaît tous et qui sont des destructeurs de valeur et qui ne sont pas des créateurs de valeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser la compétence du pharmacien en complément de la compétence des médecins, en complément de l'organisation coordonnée sur les territoires pour apporter ce qu'on peut de mieux en proximité à nos patients. C'est ça le schéma que l'on a construit avec l'avenant numéro 11, où on sort d'une marge commerciale pour aller vers des actes de dispensation, vers la validation d'une ordonnance, ce qui fait du pharmacien un pharmacien clinicien. Vous voyez qu'on est loin du concept de la plateforme avec de la distribution et derrière de médicaments qui ne me paraissent pas être dans une situation qui garantisse le bon usage. On sait que notre métier, c'est le bon usage du médicament
et la lutte contre la iatrogénie. Ce n'est pas de remplir des armoires à pharmacie à coup de promotion par des systèmes que l'on connaît tous dans la grande distribution, qui est de pousser à la consommation et d'aller vers plus de volume pour rentabiliser ce qu'on a créé, c'est-à-dire des sites Internet, des frais de port, des choses comme ça. Et c'est un concept qui est complètement différent. Alors, moi, je reviens, on me dit, ah mais regardez, ça se développe partout, donc pourquoi on ne le ferait pas en France? Ça s'appelle la stratégie du suiveur, du mouton. Moi, je préfère être dans la création. Et la création, pour moi, sur le métier de pharmacien, c'est de lui redonner toute son essence pour répondre aux défis d'organisation de la société. Et ça m'intéresse beaucoup plus. Et d'ailleurs, je vois que la grande distribution, c'est assez amusant de regarder son modèle. Elle était à un certain moment sur agrandir la surface, avoir 10 000, 20 000 mètres carrés. On voit que ce modèle est en train de s'effriter. Après, c'était le modèle low cost, c'est celui qui ferait le plus bas avec des affiches les plus flashy que l'on connaisse, avec des promos, des fausses promos, en fait, toutes les techniques de vente. On voit bien que le low cost aujourd'hui est destructeur de valeur. Ça n'apporte rien vraiment à terme, puisque ça conduit à une impasse. Alors maintenant, il y a les plateformes qui arrivent, qui vont détruire encore plus de valeur. Est-ce qu'on est en train de vouloir plagier des modèles qui sont anciens, ou est-ce qu'on est plutôt dans la recherche de création avec des vraies valeurs qui sont des valeurs pharmaceutiques et pas des valeurs commerciales? Ok, Gilles. Alors, deuxième question qu'on avait, et là, cette fois-ci, tu pourras aussi enchaîner, Gilles, si tu le souhaites, c'est finalement, est-ce que la proximité et la densité du réseau pharmaceutique, est-ce qu'elles sont suffisantes pour prévenir l'achat en ligne? Parce que c'est souvent peut-être des arguments qui sont mis en avant en disant finalement il n'y a pas forcément besoin quand on voit la densité. Est-ce que c'est suffisant? À titre d'exemple, on avait vu qu'au niveau européen, lorsqu'on regarde la situation, la proximité géographique avec une officine, on voit que 56% des patients qui habitent à moins de 5 minutes d'une pharmacie ont déjà commandé des produits en ligne, alors qu'à l'inverse, ce chiffre monte à 70% pour les patients qui habitent à plus de 15 minutes d'une pharmacie. Donc ça veut dire qu'on voit clairement qu'il y a un rôle de cette proximité, mais ça n'explique peut-être pas tout. Quelle est pour toi, Gilles, ton analyse sur ce sujet? Proximité par rapport à un achat en ligne. C'est-à-dire que quand vous avez une pharmacie qui est à 5 minutes de chez vous, l'intérêt d'aller chercher des médicaments en ligne est assez cocasse. Parce qu'on peut avoir à la fois, bien sûr, le médicament, mais également le conseil, avec le pharmacien qui vous connaît, qui vous suit pour les autres traitements, le pharmacien qui connaît la famille, et donc, en fait, ce que nous, on va appeler le pharmacien correspondant, c'est-à-dire le pharmacien référent pour ce patient. Et je pense que ça a beaucoup plus de valeur que d'aller faire quelques clics et d'attendre que le facteur ou que la personne apporte un colis. Donc, l'intérêt du en ligne, c'est quand on n'arrive pas à avoir accès à des médicaments dans de bonnes conditions. En France, on a cette chance d'avoir un maillage territorial à la fois suffisamment dense et sans désert pharmaceutique. Ce qui n'est pas le cas de certains autres pays. Quand vous êtes au Canada, en Australie, c'est beaucoup plus compliqué, avec des distances beaucoup plus grandes. Et là, il peut y avoir d'autres systèmes d'organisation. Donc, est-ce que la France a besoin, pour accéder à des médicaments, d'Internet? Je ne le crois pas. Ce n'est pas utile. Et je pense que ça explique aussi pourquoi le pourcentage d'utilisation d'Internet, même pour les médicaments, parce qu'il faudra bien faire la différence entre la parapharmacie et les médicaments, mais je crois que ça fait partie des questions qui vont venir. Pour les médicaments, ce n'est pas utile. Et moi, je préfère construire un parcours de soins officinal, un parcours de proximité qui correspond en fait, j'ai un problème sur une pathologie, je n'ai pas besoin d'une consultation médicale, je sais que j'ai mon pharmacien, le mien, qui est à côté, qui va pouvoir m'accompagner et me conseiller et éventuellement me réorienter si la porte de la pharmacie n'était pas la porte qui était adaptée à ma situation. À la fois le conseil personnalisé et à la fois les médicaments juste adaptés à la situation du patient, avec une prise en charge par les complémentaires santé ou par l'assurance maladie, parce que ce parcours de soins
il peut être pour la prescription médicale facultative, mais on voit bien que sous des protocoles, comme l'a fait le député Thomas Mesnier, on peut aller jusqu'à la prescription médicale obligatoire, par exemple la cystite, les douleurs dentaires et les abcès dentaires, où on peut apporter un service à la population dans le cadre de protocole, en allant jusqu'à la prescription médicale obligatoire. Vous voyez, nous, on est en train déjà de sortir de l'idée de la prescription médicale facultative uniquement, c'est l'analyse d'une situation et les médicaments parfaitement adaptés à cette situation, avec le partage d'informations avec le médecin traitant, c'est absolument indispensable. Merci Gilles. Alors, quelle est votre vue, Philippe, sur ce sujet-là? Je vais répondre. Le débat, la vente en ligne est ouverte depuis pratiquement 20 ans, puisque c'est l'arrêt Doc Morris de 2003. Elle est ouverte avec difficulté en France depuis pratiquement 10 ans, 2012. Et le discours aujourd'hui n'a pas changé. Donc, je le comprends, mais il faut aussi regarder ce qui se passe. La France ne peut pas rester brillante parmi les brillants. Je veux dire, le monde a changé. Il faut regarder un petit peu ce qui se passe. On ne peut pas dire que nous, Français, les autres, et on a une distribution pharmaceutique de meilleure qualité que les autres. Il est grand temps que les responsables responsables pharmaciens regardent un peu ce qui se passe à côté. Aujourd'hui, moi, j'arrive directement sur la quatrième question parce que il faut. Je veux bien passer après si vous voulez, mais si vous voulez, le discours que j'entends, il me froisse et il m'étonne. Je me dis qu'après tant d'années, il n'y a pas d'évolution. Ne pas regarder de ce qui se passe en Allemagne, en Hollande, en Belgique, et croire que tous ces gens-là sont peu compétents dans la distribution des médicaments, c'est faire une énorme erreur. Aujourd'hui, la France a un retard qui est considérable. Et je ne suis pas persuadé qu'on va pouvoir rattraper ce retard. Donc, je vais rester sur votre question, puis je pense que dans la question numéro 4, j'en reparlerai. Hein. Les difficultés sont les difficultés d'achat par rapport aux autres sites européens, puisque le français fait que, avec différents, comme le questionnaire de santé que j'ai inventé, qui a été repris par l'administration, fait qu'il faut faire énormément de clics pour pouvoir arriver à la commande d'un médicament, hein, à peu près 7 à 8 clics, alors qu'il faut 3 ou 4 clics à l'étranger. Le deuxième, c'est en urgence, c'est le problème des locaux déportés, puisqu'il n'est pas possible facilement de faire des commandes Internet à l'intérieur même d'une officine. Le troisième, c'est évidemment le problème, même si la législation est en train d'évoluer, sur le problème du pharmacien par rapport au chiffre d'affaires. C'est le seul pays européen à travailler de cette manière. Et puis, le dernier, c'est la méconnaissance des Français. La France a réussi à avoir une chape de plomb un peu sur la vente en ligne. Et il est exact que la plupart des Français discutez avec votre entourage, demandez-leur, mais est-ce qu'on peut commander des médicaments sur Internet? Il y a beaucoup de Français qui pensent que c'est impossible en France. Alors, bon, ça évoluera avec le temps. Et puis, la dernière chose sur cette question, je voulais vous dire qu'il y a eu une décision du Conseil d'État qui est arrivée le 17 concernant les AdWords. Les AdWords, c'est les mots-clés que l'on peut acheter sur Google. Donc, tous les pays européens, tous les pays du monde entier utilisent ce système qui permet d'avoir un trafic. Donc, il est interdit en France, mais les étrangers ont le droit de le faire, hein, puisque quand vous tapez, par exemple, pharmacie en ligne, vous verrez les différentes pharmacies en ligne étrangères qui sont présentes, qui n'ont pas de locaux dans notre pays, qui n'ont pas de pharmaciens dans notre pays et qui se contentent uniquement de vendre à des Français. Donc, cette décision du Conseil d'État remet en cause le ministre d'interdire les AdWords. Et ce que je voulais vous dire, c'est que dans ses attendus, et ça va vous intéresser, le juge met l'objectif de lutte contre la consommation de médicaments et contre le mésusage de ces derniers n'est pas susceptible d'être atteint. Il parle de l'Internet. Le deuxième motif, c'est l'objectif tenant à la répartition équilibrée des officines de pharmacie sur le territoire national n'est pas davantage en rapport avec l'interdiction contestée. C'est le maillage territorial. Hein. À chaque fois, on dit le maillage territorial,
comme il y a du maillage territorial, ben, on n'a pas besoin de pharmacie en ligne. Et le troisième, enfin, que l'interdiction du référencement payant pour les seules officines situées en France serait de nature à préserver la relation de confiance entre le patient et le pharmacien. Évidemment qu'il y a une relation de confiance entre le patient et le pharmacien, la pharmacie en ligne. Vous voyez, les choses vont bouger, mais extrêmement lentement. On a 20 ans de retard et je ne suis pas persuadé que nous allons nous en sortir. Je pense qu'un beau matin, ce seront les pharmacies étrangères qui seront leaders dans notre pays. Alors, on passe à la troisième question, c'est finalement le champ de la vente en ligne. Ce qu'on a vu, c'est que finalement, quand on regarde ce que les pharmacies peuvent vendre en ligne, on a deux grands types de produits. Le premier, c'est les produits qui relèvent du monopole pharmaceutique. On pense bien évidemment aux médicaments de prescription médicale facultative, mais on voit aussi qu'il y a un certain nombre d'autres produits qui peuvent être soumis à une compétition par d'autres acteurs puisqu'ils ne relèvent pas du monopole pharmaceutique, que ce soit par exemple par les parapharmacies ou les supermarchés, à l'instar de certains produits cosmétiques, de certains compléments alimentaires, voire des dispositifs médicaux. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment on arrive à concilier un cadre réglementaire strict de la pharmacie en ligne avec la nécessité pour les pharmacies peut-être d'être à armes égales avec leurs compétiteurs non pharmaciens. Est-ce que ça veut dire qu'on doit différencier les conditions de vente en ligne par les pharmacies selon qu'il s'agisse de médicaments ou d'autres produits? Et derrière ce champ, c'est finalement de dire autant on peut avoir une compétition peut-être équitable entre toutes les pharmacies en France sur ces sujets. Par contre, quand on regarde des produits qui ne sont pas forcément relevant uniquement du monopole pharmaceutique, est-ce que ça conduit à une distorsion de concurrence et est-ce que cette distorsion de concurrence est problématique ou pas pour vous? Je commencerai avec M. Layet et ensuite on continuera avec M. Bonnefond. Moi, je suis partisan d'avoir tout sous un même toit. Je trouve que le pharmacien, il distribue ses médicaments, il distribue de l'hygiène, des soins, il vaccine. Je pense que sous un même toit, c'est bénéfique. Il existe des sites de parapharmacie. Elles sont gérées en général par des pharmaciens qui, vu la législation et les contraintes que vous venez de rappeler, font qu'ils ont essayé de s'exonérer de ces contraintes en créant des sites de parapharmacie. Ces sites ont des volumes importants. Il faut savoir qu'elles vendent pour la plupart aussi, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon concept. Je pense que la législation va évoluer. Je pense que la législation sur les locaux va évoluer parce qu'on ne pourra pas rester le seul pays européen sans une législation normale ou cohérente. Et puis la législation sur les pharmaciens, c'est pareil. Je ne vois pas quand on vend des masques ou quand on vend des changes complets, je ne vois pas pourquoi le chiffre d'affaires des ventes de changes complets rentre dans la présence. Donc toute cette réglementation, je pense, je l'espère, va évoluer un jour. Et donc, les sites de parapharmacie reviendront sans doute dans le giron, pour celles qui sont tenues par des pharmaciens, dans le giron de la pharmacie, parce que pour le patient, c'est quand même plus facile d'avoir toutes les demandes qu'il peut faire au sein d'un même toit. Gilles, de ton côté, est-ce que tu as des commentaires, des réflexions sur ce que j'ai dit ou sur ce que Philippe a dit? Oui, ce que j'ai entendu 4 fois le mot distribution. Nous, on ne distribue pas. Hein. Nous, on dispense des médicaments complètement différents. Notre activité principale, c'est le médicament, l'accompagnement, l'ordonnance. Le reste, c'est de l'accessoire. Et quand on veut mettre l'accessoire en avant et en mettant en retrait ce qui fait notre métier, ce qui fait notre réglementation, et qu'on veut tout déréglementer pour bénéficier de l'enseigne verte pour pouvoir faire du commerce, si on veut faire du commerce, on ne prend pas l'enseigne verte. Ce n'est pas la même chose. C'est complètement différent. Quand on dit qu'on veut mettre sur le même toit et en même temps demander des locaux déportés, on est quand même en pleine contradiction. Quand on dit qu'on veut que ce soit sur le même toit, mais qu'on veut exclure une partie du chiffre d'affaires pour échapper à la réglementation, c'est quand même assez contradictoire comme situation. On ne peut pas avoir d'un côté le bénéfice de l'image de ce que représente la pharmacie avec sa sécurité, sa compétence
et, je dirais, la confiance qu'ont les patients et vouloir faire du commerce sous cette enseigne en disant on va tout déréguler. Voilà, donc nous, ça ne marche pas et on ne veut pas de locaux déportés, on ne veut pas d'exclusion du chiffre d'affaires. Les locaux déportés avec des pharmaciens qui ne seraient pas inclus et que l'on pourrait éventuellement avoir hors sol, ben, ça veut dire qu'on est en train de tendre les mains à ce qu'on ne veut surtout pas, c'est-à-dire l'Amazon de la pharmacie. C'est exactement ça que l'on ne veut pas. Alors, j'entends, ah, on est en retard. En retard sur quoi? En retard sur des modèles qui sont déjà peut-être dépassés. Moi, je préfère qu'on regarde la France plutôt que l'on regarde ce qui se passe dans tel et tel autre pays. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il faut être créatif dans la vie. Il ne faut pas suivre. Ça, c'est, je dirais que être toujours suiveur, ben, c'est toujours avoir un temps de retard. Donc, nous, on essaie de faire autre chose et que la voie qu'on essaie de mettre en place, d'ailleurs avec beaucoup de réussite, parce que sinon nous n'aurions pas eu la vaccination, sinon nous n'aurions pas eu la possibilité de faire des tests antigéniques, et de même de faire d'autres missions de service de proximité, comme la dispensation à domicile, comme la préparation des doses administrées, comme l'accompagnement des patients, comme les bilans de médication, comme le parcours de soins de premier recours. Eh bien ça ne se fait pas sur Internet, ça se fait avec son pharmacien de proximité, en relation avec les autres professionnels. Et on voit bien que c'est deux visions complètement différentes. Une qui tend vers je copie le commerce et je copie la grande distribution, et d'autres qui se concentrent sur ce qui fait le métier, c'est-à-dire le professionnalisme, la compétence pharmaceutique, la pharmacie clinique, ce qui fait justement qu'on a le monopole. Parce que si on reste sur un schéma de grande distribution et qu'on singe la grande distribution, le monopole disparaîtra. Vous savez, l'argument principal de Leclerc, quand il y a eu de l'agitation sur le e-commerce, était de dire ah, vous vous rendez compte, on vend des médicaments sur Internet, et moi, dans ma parapharmacie, alors que j'ai un pharmacien sur place, on m'interdit de vendre des médicaments. Bon, l'affaire est entendue. On détruit le réseau pharmaceutique en faisant ça. Alors, Gilles, peut-être la dernière question que Philippe avait déjà évoquée, c'était finalement, on parle souvent justement de cette évolution. Et finalement, est-ce que finalement les achats en ligne, que ce soit de médicaments ou d'autres produits qui sont disponibles, qui peuvent être vendus en pharmacie, est-ce que ça relève plutôt d'une tendance qui est profonde, passagère? Est-ce que tu l'aperçois que cette tendance est inéluctable, qu'elle peut être réversible? Quel est ton sentiment par rapport à une projection à 5 ans, 10 ans, tout simplement? Il y a un mot que je ne supporte pas dans le vocabulaire, c'est inéluctable. Quand on dit inéluctable, ça veut dire qu'on renonce, ça veut dire qu'on subit, ça veut dire qu'on n'a pas d'autres idées. Donc, moi, je ne suis pas sûr que... On voit bien ce qui se passe sur l'évolution de la société. Ça va très vite. Et ce qui était à la mode à un certain moment devient complètement démodé en moins de 2 ans. Donc, on a eu le modèle de la grande distribution. Plus c'était grand, plus il fallait y aller. Il fallait faire ses courses le samedi après-midi. C'était formidable. On y trouvait tout. On avait tout sous le même toit. C'était extraordinaire, etc. Tout ça est en train de voler complètement à l'éclat, avec la possibilité de se faire livrer, mais là c'est de la consommation à domicile, de faire du click and collect, de passer des commandes, et puis on voit bien qu'ils essaient de rattraper le coup, ils ne savaient plus quoi faire de leur mètre carré, et maintenant ils essaient de créer d'autres choses pour essayer d'attirer toujours plus et de faire consommer toujours plus. Après, c'est le modèle des plateformes. Alors, c'est Uber, Amazon, etc. C'est formidable, c'est nouveau, sauf qu'on s'aperçoit très, très vite qu'à part créer, que ça ne crée rien, que ça détruit. Ce qui est détruit est détruit après, c'est irrattrapable. Donc, quand on est dans le champ de la consommation, on s'en fout. Et il y en a un qui détruit l'autre. Bon, oui, c'est embêtant parce que le petit commerce est détruit par l'autre commerce, mais ça reste que du commerce, c'est pas de l'essentiel. Mais quand vous désorganisez le système de santé, là, c'est beaucoup plus embêtant et c'est beaucoup plus irréversible. Donc moi, je ne sais pas si la mode va être à l'Internet. Moi, je pense que la mode va être plutôt, et d'ailleurs on voit la tendance, plutôt à des circuits courts. On voit que on revient à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus écologiques, moins coûteuses en transport, et alors que l'Internet, c'est exactement l'inverse. Alors on a vu un boom, bien sûr, avec le Covid, parce que, bien sûr, les gens ne pouvaient pas sortir, mais dès qu'ils vont ressortir, ils vont avoir envie de retrouver leur activité et leurs commerçants de proximité. Et pour le pharmacien, et on n'est pas dans ce modèle-là de commerce.
Moi, je ne suis pas un commerçant. Moi, je suis d'abord un pharmacien. Un pharmacien qui essaie d'apporter le meilleur service à ses patients qui vivent dans le quartier, qui vivent dans le village. Et je n'essaie pas de m'étendre en créant des locaux déportés dans toute la France pour expliquer que je vais être meilleur, être en compétition avec d'autres pharmaciens. Voilà. Ça, nous, on n'a pas envie parce qu'on sait très bien qu'à la fin, ça finira par une réduction du nombre de pharmacies, une déstabilisation du réseau qui nous empêchera d'apporter des services supplémentaires qui sont utiles pour la profession. Aujourd'hui, le dépistage que l'on fait, la vaccination qu'on est en train d'élargir, on va élargir certainement à d'autres vaccins, la dispensation à domicile, voilà, ça n'a rien à voir avec une livraison d'un colis. On apporte une plus-value et on ne se fait pas rattraper en étant simplement, je dirais, cantonné à un pousseur de boîte. Le pharmacien, ce n'est pas un pousseur de boîte, la boîte de médicaments, c'est un médicament. Et c'est pour ça que quand on dit sur le site internet, on trouve tout, on mélange le médicament, on mélange la parapharmacie, etc. Et ça crée de la confusion pour le patient. On banalise le médicament et ça peut être extrêmement, extrêmement dangereux. Alors, la sanction, elle est immédiate. Hein. C'est on reliste le médicament. Hein. Comme ça, au moins, on vide les sites internet parce que ça passe en statut PMO. Bien joué. Du coup, ça nous enlève la possibilité d'apporter des conseils quand on est en proximité. Donc, moi, je me méfie beaucoup des phénomènes de mode, surtout quand on les suit avec 20 ans de retard. Merci Gilles. Est-ce que vous partagez ce constat, monsieur Philippe Layège? J'imagine que non, sans doute. Pas tout à fait. Bon, M. Bonnefond, on le connaît bien, il parle toujours de grande distribution, il ne veut pas regarder ce qui se passe, il ne veut pas parler des pharmacies européennes. Il regarde. Moi, je l'invite à faire un tour un petit peu en Europe et aux États-Unis et voir ce qui se passe. J'ai fait ça, monsieur Lallier, j'ai fait. Écoutez, alors. Mais j'ai pas envie de singer ce qui ne me plaît pas. Non, mais je ne suis pas contre ne croyez pas que je suis contre la pharmacie. Je dis simplement qu'on doit s'adapter au monde dans lequel on vit. L'Internet n'est pas l'alpha et l'oméga de la réussite. Moi, j'adore mon métier. Dans le métier de pharmacien, c'est un métier. Il y a plein de choses à faire différentes et c'est ça que j'aime dans mon métier. L'Internet, c'est un travail dans le travail général de l'entreprise. Rose, le Suisse, qui détient Doc Morris, il a 20 ans d'expérience, il distribue des médicaments, il a 10 millions de patients par an, il fait 1,7 milliard de chiffre d'affaires. C'est des gens qui me font extrêmement peur. Ils ont acheté Doctipharma en France et a priori, ils ont acheté une officine dans l'Est, mais ça, je n'en ai pas encore la confirmation. Ils viennent d'ouvrir un zone. Ce sont des pharmaciens. Ils viennent, ils ont une filiale qui s'appelle IS-Tech. Et cette filiale vient de l'intégralité du volume d'ordonnances électroniques en Allemagne. Vous savez qu'en Allemagne, les médicaments sur ordonnance obligatoire, on peut les acheter sur Internet depuis le 1er janvier. À partir du 1er janvier prochain, tout le trafic arrive chez Rose. Ça me fait peur, parce qu'en France, on n'est pas prêt. Shop Apothekeux, c'est 40 000 commandes par jour. 40 000 commandes par jour. C'est un entrepôt avec des pharmaciens, pas des gens de la grande distribution. Un entrepôt de 40 000 m². Il vend en France tous les matins. Tant mieux, ils ne vendent pas de médicaments sur ordonnance obligatoire. Tant mieux pour l'instant. Mais on ne va pas du jour au lendemain être meilleur que ces gens-là qui sont des professionnels. New Pharma ouvre un entrepôt de 20 000 m² à Liège. New Pharma, ils se gaussent des Français. Vous le savez, vous avez vu les articles où ils disaient tant que les Français seront autant aussi abrutis que ça, tant mieux pour nous. Regardez Amazon. Amazon, il a acheté il y a 2 ans et demi PillPack. Allez, moi j'ai ouvert le premier laboratoire de PDA en France avec la reconnaissance des médicaments. PillPack, allez voir PillPack. Ils l'ont acheté $1 milliard. Ils ont mis 2 ans et là maintenant, ils arrivent sur le marché américain. Ces gens-là sont des professionnels. On ne peut pas croire qu'on est meilleur et que ces gens-là me font peur parce qu'ils vont arriver en France. Amazon, pas la pharmacie.
Amazon représente 23% des ventes Internet en France. Le numéro 2, c'est la Fnac, c'est 13%. Le numéro 3, c'est Cdiscount, c'est 8%. Amazon en France, c'est 1 million de mètres carrés. Et bien aujourd'hui, ils sont rentrés depuis 3 ans dans le monde de la santé et ils vont arriver. Et vous verrez, ils vont faire les choses comme ils font. Et nous, si nous, on n'arrive pas à s'organiser, parce que nous sommes tout petits, nous sommes tout petits, tout petits, tout petits. On l'a vu dans la pandémie, comme on a du mal à fonctionner. Vous recevez, vous, des ordonnances sur Internet comme moi, qui ne sont pas sécurisées. On est très en retard. Pour revenir sur Sourrose, ils sont le leader aussi de la consultation en ligne en Allemagne, par ce sont des mastodontes. Et on a mis des années, on n'a pas bougé. Moi, j'ai toujours été contre, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais sur la capitalisation des officines. Mais on y sera contraint un matin. On y sera contraint parce que seul un mastodonte français pourra être présent. Donc, notre travail et votre travail, c'est de regarder et de voir comment on va pouvoir s'organiser. Monsieur Lallier, vous avez l'impression qu'on ne regarde pas. Je dirais que les responsabilités que l'on a au syndicat nous permettent d'aller regarder ce qui se passe dans d'autres pays, d'échanger avec d'autres pharmaciens de tous les pays, d'avoir avec la FIP, la Fédération internationale pharmaceutique, énormément d'échanges. On sait vers quoi il ne faut pas aller. Parce que vous avez raison, contre ces mastodontes, si on utilise les mêmes armes, on est déjà plié. Ça veut dire qu'il faut chercher une autre voie. Si vous cherchez à imiter ceux qui sont plus forts que vous, vous êtes sûr de perdre. Donc, si c'est cette voie que vous préconisez, la partie est finie. Et donc, vous êtes déjà en train de le dire, il faudra ouvrir le capital et donc détruire des pharmacies, parce que les pharmacies qui seront dans le capital, on ne gardera que les rentables. Donc, c'est un autre modèle. C'est une autre vision de la pharmacie que nous n'avons pas. Nous cherchons une autre voie. Et la voie que nous avons choisie, c'est celle qui rend service aux patients, celle qui permet aux patients de défendre le modèle français. Et cela, je veux dire, quand vous demandez à un Américain s'il est content de son système de santé parce qu'il peut faire 3 clics et avoir des médicaments à un prix très élevé, eh bien, je ne suis pas sûr qu'il soit si content que ça. Par contre, quand vous demandez à un Français aujourd'hui, est-ce que vous considérez que l'organisation de la pharmacie est bonne? Eh bien, il défend, et on le défend, au niveau, et jusqu'à maintenant, le droit de subsidiarité sur le système français de santé est conservé par l'Europe. Par contre, si effectivement on tombe dans le piège qui consisterait à mettre le droit du commerce au-dessus du code de la santé publique, alors là, effectivement, toute la machine à détruire se mettra en route. Et c'est bien contre ça que l'on lutte. C'est qu'on regarde, ne croyez pas qu'on n'est pas attentif, parce que oui, effectivement, j'ai vu ces modèles, mais moi, je ne me contente pas d'en avoir peur. C'est-à-dire que je les combats avec les armes qui feront qu'on invente autre chose et on ne court pas derrière des gens qui sont 1000 fois meilleurs que vous dans le capitalisme, en anticipation, etc. Sinon, c'est perdu d'avance. Donc, c'est un vrai choix. Nous, on a nos armes, et nos armes, c'est la compétence pharmaceutique, c'est le maillage territorial, c'est répondre aux besoins des patients et pas répondre à des besoins de commerce pour le médicament. Merci. On peut s'exprimer? Oui, tout à fait. Mais juste, je vais donner déjà la parole à ceux qui ont écrit et ensuite je vous laisserai à chacun la possibilité de vous poser vos questions. J'ai une première question qui s'adresse à tous les deux. Que pensez-vous de la téléobservance associée à la vente de médicaments en ligne? Est-ce que finalement le pharmacien a une place stratégique dans le service digital autour de la patientèle au même titre que la téléconsultation? Vous voulez répondre, M. Lallier ou... Allez-y. Ouais. Alors, d'abord sur l'observance des médicaments, le travail est en train d'être construit puisque ça fait pratiquement 7 ans que nous souhaitons que la préparation des doses administrées soit reconnue et remboursée par l'assurance maladie pour les personnes qui en ont besoin. Quand vous faites un bilan de médication et que vous constatez que la personne n'est pas observante, il y a un des outils, c'est de lui préparer un pilulier et de lui permettre d'améliorer son observance. Est-ce qu'on peut faire ça à distance? On l'a déjà prévu. C'est-à-dire que dans les entretiens pharmaceutiques que nous avons construits avec l'assurance maladie, on peut, sauf le premier entretien, suivre le patient. Et donc, dans le suivi des patients, il y a bien sûr l'observance des médicaments qui peut se faire à distance pour les patients qui ne peuvent pas se déplacer, mais on le fait avec son pharmacien. Et vous savez que dans quelques jours,
un décret va sortir pour enfin inscrire auprès de l'assurance maladie le pharmacien correspondant. C'est-à-dire le patient va choisir son pharmacien, comme il choisit aujourd'hui son médecin traitant, pour pouvoir l'accompagner dans sa pathologie et l'accompagner dans ses traitements. Donc, bien évidemment, du moment que vous avez un statut pharmacien correspondant, eh bien, vous allez pouvoir développer des outils adaptés. On n'est pas contre la modernité, on est au contraire pour l'adapter aux réels besoins de santé publique et d'organisation du système de soins sur les territoires. Merci Gilles. Philippe, réaction sur la téléobservance, quel est son rôle? Qu'est-ce que peut-être vous faites déjà la téléobservance sur votre site? Quelle est votre vision sur ce sujet? Non, on y est évidemment très, très, très favorable. Et il y a énormément de choses à faire dans notre métier, la téléobservance. Il y a les consultations en ligne où vraiment on est. Moi, j'en fais pas pour l'instant, mais ça fait partie des domaines que je voudrais aborder. Mais là, on est évidemment très en retard. Ce qu'il faut bien comprendre sur l'Internet, ce sont surtout les données. On a énormément de données, donc nous, on ne travaille pas sur ces données, mais ce que c'est l'achat de ces données et travailler sur ces données. Et c'est ça le combat qui va arriver après. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Xavier Nicolas, vous aviez demandé la parole, je vous la donne. Hop, vous pouvez poser votre question. Bref, si possible. Oui, je voudrais apporter un éclairage. Je ne m'exprime pas ce soir en tant que docteur en pharmacie, mais en tant qu'élu. Puisque je suis maire, président de communauté de communes et conseiller régional du Centre-Val de Loire, où nous rencontrons aujourd'hui de très grosses difficultés avec notre système de santé, en particulier la médecine de ville, en dehors des, il faut dire les choses clairement, en dehors des métropoles où il y a un CHU, nous n'avons plus de professionnels de santé. Nous dépensons énormément d'argent pour en installer. Nous construisons en France des maisons de santé. Je vois dans ma communauté de communes, j'en ai construit une. J'ai eu 1 million d'euros de subventions. État, région, département. On en a construit 1000, on en envisage 2000 en France. C'est 2 milliards d'euros. Bon, j'ai réussi à remplir la mienne. J'ai des collègues qui n'ont aucun médecin, qui ont des psychologues, qui ont des paramédicaux, voilà, des kinés. Bon. Donc, c'est beaucoup d'argent. On verse, l'ARS, à travers l'assurance maladie, verse 50 000 euros pour installer un médecin en zone de revitalisation rurale. On exonère de charges sociales, d'impôts. Donc, ce sont des milliards que nous dépensons pour faire face à un système qu'on a voulu à un moment trop libéral. Aujourd'hui, je veux dire avec beaucoup de franchise que le métier de pharmacien est celui qui, premièrement, nous donne le moins de soucis en termes de répartition des mots géographiques des professionnels. Et d'ailleurs, je suis membre du bureau des petites villes de France, qui sont les communes de 2500 à 25 000 habitants, dont le président était Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics. Et nous avons demandé avec Olivier Dussopt de s'inspirer effectivement de la loi de répartition des mots géographiques des pharmaciens, également pour d'autres professions, dont les médecins. Nous souhaitons aujourd'hui qu'il y ait une répartition des mots géographiques des médecins en France. Et en attendant, parce que même si demain la loi devait être votée, le problème est gravissime pour encore longtemps, nous nous apercevons que l'avenir pour nos populations passe par le pharmacien en termes de santé publique. On voit depuis ces dernières années, ça a été rappelé tout à l'heure, effectivement par Gilles Bonnefond et Philippe Layet, les nouvelles compétences qui sont confiées de plus en plus aux pharmaciens, pardon, et le pharmacien va se substituer en partie aux médecins. Donc il est très important de ne pas déstabiliser le réseau. Alors on peut entendre effectivement certaines évolutions, mais qui sont assez marginales. Bon, la vente en ligne, moi, j'adhère assez à ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part de Gilles Bonnefond. Vendre des produits sur Internet, bon, ok, mais c'est pas ça le rôle du pharmacien. Le rôle du pharmacien, c'est d'abord d'être une profession de santé. Et en tout cas, nous, élus, ce que nous souhaitons, c'est sanctuariser ce rôle de professionnel de santé, l'enrichir, parce que sinon, si demain, on doit dire à nos habitants, comme c'est le cas effectivement aux États-Unis, dans certains pays, très étendu, où il faut faire 50 km pour trouver un pharmacien, où il n'y a pas de médecin non plus, c'est le retour au Moyen-Âge en termes de santé publique. Et financièrement,
aujourd'hui, on a un système, le système des pharmaciens, qui est extrêmement compétitif financièrement par rapport à l'argent qu'on doit déployer, je l'ai dit tout à l'heure, pour d'autres professions. On s'aperçoit qu'un libéralisme non régulé ne fonctionne pas. Nous sommes en train de le vivre avec l'industrie pharmaceutique. Quand nous avons fait nos études, il y a un peu plus de 40 ans en ce qui me concerne, nous étions parmi les meilleurs. J'ai démarré ma vie professionnelle comme enseignant-chercheur à Paris-Sud. Nous étions parmi les meilleurs. Et aujourd'hui, avec des laboratoires comme Sanofi, Biomérieux, etc., aujourd'hui, qu'est-ce que nous découvrons avec horreur? C'est que nous ne sommes même pas capables de fabriquer un vaccin contre la Covid. Nous les importons et le groupe Sanofi aujourd'hui est cité comme éventuellement comme façonnier des autres. Donc, on voit que s'il n'y a pas une régulation, s'il n'y a pas une vraie politique de santé publique conduite par l'État, toutes ces dérives ultralibérales qui sont évoquées conduisent à une catastrophe. Alors bien sûr, elles permettent d'enrichir considérablement quelques grands acteurs. On le voit dans des tas de métiers. On sait qu'aujourd'hui, les 60 plus riches du monde qui ont monté ces entreprises, dont fait partie Jeff Bezos, 60 personnes sont aussi riches que la moitié de la planète. Voilà. Mais ce n'est pas ça notre but. Ce n'est pas d'enrichir 60 personnes, même 120. Notre but, c'est d'apporter un bon service. Alors là, ce soir, nous parlons de santé, mais je pourrais m'exprimer de bien d'autres sujets au niveau des collectivités locales. C'est d'apporter un bon service à nos concitoyens. Et en cela, moi, j'invite à la plus grande prudence par rapport à des dérives que nous pourrions rapidement regretter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on a un petit peu dévié du sujet initial qui était la vente en ligne. J'avais une remarque de Sophie Guillardot, désolé, qui nous disait comment est-ce que finalement, quel positionnement par rapport à des mastodons, est-ce que finalement la façon de résister à des mastodons, que ce soit en ligne ou en dehors, c'est un élément de différenciation avec de nouveaux services. Peut-être, je commencerai déjà par Monsieur Laillé, si vous me permettez. Comment est-ce que vous arrivez à vous différencier par rapport à des mastodons ou vos compétiteurs? Est-ce que c'est aussi par des services? Et ensuite, je donnerai la parole à Gilles pour commenter. Merci. Oui, je vais vous répondre. Ce qu'il faut bien comprendre, ce sont des professionnels, et ce sont des gens sérieux. Si vous voulez, j'invite tout le monde, parce que j'ai vu le message, à aller voir PillPack, allez voir comment ça fonctionne. C'est vraiment très, très bien fait. Il faut arrêter de dire que nous, on est les meilleurs, on a des officines partout, etc. On essaye de faire notre travail, tout le monde essaye de faire son travail correctement. Mais les gens qui sont à nos portes le font très bien et le font souvent mieux que nous. Et franchement, le temps d'aller voir une vidéo de PillPack et regarder comment on peut recevoir ses médicaments, recevoir son conseil et tout ça aux États-Unis. C'est vraiment très bien fait. Tout à l'heure, M. Bonnefond parlait des prix aux États-Unis. Les prix avec l'arrivée d'Amazon, ils sont en train de baisser de 60%. Il ne faut pas se moquer de ces gens-là. Ils sont très sérieux, ils sont dangereux. Donc, il est grand temps, nous, de nous remettre en question et arrêter de croire qu'on est les meilleurs. Moi, la leçon de la pandémie, parce qu'on l'a vécu, nous, sur Internet, avec des excès, on a vu les choses à chaque fois qu'il y avait une annonce au gouvernement. Je ne sais pas s'il a entendu tout à l'heure les chiffres, mais c'est le trafic, il est en millions de visiteurs uniques. Donc, on voit bien qu'on est bon ou qu'on n'est pas bon. Et moi, je constate que sur beaucoup de domaines, on n'est pas très, très bon. Voilà. Donc, il faut les prendre très au sérieux. Ils sont des professionnels, ils sont diplômés, ils font correctement leur métier. Et nous, pour l'instant, eh bien, on fait notre travail comme on le faisait avant. Sauf que les choses ont changé et qu'il faut se mettre à la page, il faut être performant. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour rattraper notre retard, moi, j'ai mis en place une automatisation complète de notre organisation, ce qui nous permet de travailler uniquement dans l'urgence. Aujourd'hui, aucun Européen n'est capable de le faire pour l'instant, puisqu'il travaille de façon manuelle. Donc, tout ce qui est commandé jusqu'à 18h le soir est livré le lendemain matin. Travaille qu'en urgence. J'ai trouvé ça, mais si vous voulez, je constate qu'il faut faire attention à toutes ces personnes-là et les regarder avec beaucoup d'attention et beaucoup de respect. Merci. Gilles, de ton côté? Oui, mais
vous savez, moi, je manque de respect à personne, et surtout pas à d'autres professionnels de santé. Simplement, voilà, je défends des idées, mais de façon respectueuse. Moi, ce que je constate, hein, c'est que quand on regarde notre réseau au moment d'une crise et d'une pandémie, ben, notre réseau, il a été solide. Il a résisté, on s'est appuyé sur lui et on a accompagné les patients pendant cette crise dans des situations qui étaient complètement imprévisibles, complètement inédites et qui changeaient pratiquement toutes les semaines. Qui c'est qui a résisté? Ben, c'est ce réseau. Donc, de dire qu'on est en retard, qu'on n'est pas bon, que les autres sont meilleurs que nous, etc., ça, c'est un mal français, hein. On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte à côté. Ben, il faut avoir confiance dans son métier. Il faut avoir confiance dans l'organisation que l'on a mis en place. Il faut avoir confiance dans les compétences que l'on a. Et d'ailleurs, M. Nicolas l'a bien dit, on est un pays d'excellence sur la santé. Et on n'a pas à rougir de notre organisation. Au contraire, on a pu, grâce à cette organisation, à relever les défis de l'accompagnement des soins alors que les médecins n'étaient plus accessibles, à permettre à des patients d'avoir accès à leurs médicaments parce que des pharmaciens faisaient de la dispensation à domicile. On a pu aider d'autres professionnels pour les équipements de protection individuelle. On est rentré dans un nouveau geste qui était les tests antigéniques. Et c'est grâce à ça qu'on n'a pas été confiné au mois de février et qu'on essaie d'échapper au confinement alors que tous les autres pays sont en train de basculer dans un nouveau confinement. Il faut regarder le pays avec optimisme. Il faut regarder notre métier avec envie. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Depuis 2 ans qu'on a changé le modèle économique, qu'on n'est plus à de la marge commerciale, qu'on est sur l'identification et la diversification de nos services, eh bien, la filière officine est en train de se remplir beaucoup plus vite que les autres filières industrie ou biologie. Voilà. Donc, il faut arrêter de dire regardez, on est en retard, ça ne va pas, regardez comment font les autres, ils sont professionnels. Oui, oui, ils sont professionnels, mais ils ont une autre culture. Quand les Américains distribuent encore des pilules à l'unité, moi je trouve ça formidable. Je trouve ça vraiment nul, comme nous faire découper des comprimés pour ne pas respecter une recommandation sur un médicament, parce que le docteur il a marqué 6 jours, alors que normalement c'est 5 jours, et qu'on fait découper des comprimés pour donner 6 jours et pas respecter les recommandations, je pense que ce n'est pas un bon modèle. Et bien voilà, c'est tout. Après, nous, on y va avec notre histoire de la pharmacie, histoire de la médecine, qui vraiment doit faire beaucoup d'envie à d'autres pays. On y va avec notre culture et on y va avec une anticipation des besoins de la société en termes de santé et pas en termes de commerce. Et ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est que d'autres ont une approche commerciale du champ de la santé. On le voit bien, il faut résister tous les jours à ces dérapages. Eh bien, nous, on a une approche extrêmement professionnelle de la prise en charge et de l'organisation du système de santé. Et je pense que là, ce champ-là, personne ne peut venir nous chercher. Si on va faire un plagiat de commerce, alors là, effectivement, on est en danger. Et là, vous avez raison d'avoir peur, mais c'est peut-être parce que vous regardez trop du côté du commerce et pas trop du côté de la santé. Alors, Gilles, tu as fait quasiment ton mot de conclusion. Je voudrais aussi que peut-être que M. Laëlé puisse aussi conclure en disant qu'est-ce que lui, comment il voit l'avenir et peut-être aussi finalement quels sont les messages clés que vous souhaiteriez partager avec les confrères qui sont présents aujourd'hui au cours de ce webinaire. Écoutez, moi d'abord, je voulais vous remercier. Le fait d'avoir mis en place ce webinaire, c'est une bonne chose. C'est toujours une bonne chose de pouvoir échanger. En ce qui concerne la vente en ligne, puisque c'est le sujet, elle va évoluer. Évidemment, la législation va changer, puisque la France sera contrainte de s'adapter au monde moderne. Évidemment, les médicaments, donc ça va faire peur, mais les médicaments sur ordonnance obligatoire vont évidemment arriver dans la vente en ligne. C'est inéluctable. Je ne peux pas vous dire exactement quand ça va arriver, mais notre métier va changer. Les pharmacies en dur existeront toujours. Il y aura plus de personnes aller dans les pharmacies en dur que de gens que de patients qui iront commander sur Internet. Mais alors, est-ce que ça va se passer très rapidement ou lentement? Pour l'instant, ça a été extrêmement lent, mais on ne pourra pas faire
pas faire cette économie. Et petit à petit, on aura une distribution qui sera cohérente par rapport à la distribution européenne. Pour l'instant, la France, dans le domaine de la vente en ligne, est très en retard. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. En tout cas, moi, je voulais vous remercier tous les deux de cet échange. On a vu que vous n'aviez pas forcément les mêmes vues, mais justement, je pense que c'est ça la richesse, de pouvoir, même si on est confrères, de pouvoir échanger et partager un petit peu sa vision, ces éléments de problématique. Et je voulais juste peut-être donner le mot de conclusion à Monsieur Pierre Poitier, notre secrétaire général de la SFDP. Pour conclure et pour libérer tout le monde, soit pour la pause déjeuner, soit je crois qu'il y en a d'autres qui vont peut-être s'enchaîner sur d'autres visioconférences. Écoute, Luc, merci beaucoup. Merci surtout à nos deux intervenants. On voit qu'effectivement, notre métier de pharmacien à l'officine a plusieurs axes possibles. C'est peut-être ça qui fait sa richesse. Les deux visions, sans doute, sont complémentaires, peut-être, je ne sais pas, puisque c'est… En tout cas, maintenant, plus en tant que patient que comme acteur, on est intéressé à voir cette évolution. En tout cas, merci beaucoup à nos deux intervenants. Je voulais juste rappeler que donc ce webinaire est enregistré, donc sera diffusé et vous pourrez le retransmettre, faire le nécessaire pour que cet échange puisse montrer la vitalité de notre profession là où il faut. Merci en tout cas et merci aux participants d'avoir participé ce soir justement à cet échange passionnant.